Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest motherfucker on the planet. Hey, je vous invite dit quoi? Charles Chevalier. I am the greatest. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus, c'est le RMC Fighter Club numéro 339. Aujourd'hui on reste dans la cage pour parler de l'UFC 317 avec le combat tant attendu entre Topuria et Oliveira en main event d'une carte de dingue à Las Vegas. Et à mes côtés pour en parler aujourd'hui, le pilier, le rock du RMC Fighter Club. Salut Baba. Salut Charles, ça va? Ça va et toi? Ouais, bah gros combat, grosse fight week, gros combat. Gros combat, on va pas dire lequel, mais je crois qu'il y a ton combattant préféré qui est sur ce main event. Il y a en tout cas mon dernier combattant pour qui j'ai encore un peu de l'émotion, tu vois. Voilà, ouais, de l'émotion. Bon, je suis sûr qu'il y en aura en tout cas dans ce combat parce que normalement, c'est deux combattants à émotion qu'on va voir dans la cage dans la nuit de samedi à dimanche. En tout cas, plein de questions à se poser aujourd'hui. Topuria va-t-il devenir le 10e champion d'une deuxième catégorie à l'UFC? Oliveira peut-il récupérer cette ceinture qui était la sienne il y a 3 ans? C'est parti pour le RMC Fighter Club. Dustin's in trouble. Dustin's in real trouble. It's under the neck. It's under the neck. It's under the neck. Charles Oliveira, down him now, folks. Down him now. O campeão dos pesos leves chama Charles Oliveira. Eu tô pronto pra isso. Pretty good head movement there by the champ. Oh! A huge right now for Topuria. Holloway. Oh, goodness. Oh! Massive knockdown for Topuria. And still, he does it again. Ilia Topuria. Écoute, j'ai rencontré Topuria personnellement, mais sportivement, je pense qu'il est vraiment très très fort. Je pense qu'il est en ce moment, puis tout combattant à ses hauts et bas, mais en ce moment, je pense qu'il est vraiment à son top. Donc je veux dire Topuria. Et merci à Flavien Ziolkowski pour cette prod. On entend Cyril Gane, notamment donner son pronostic. Tu nous diras ton pronostic aussi tout à l'heure, Baba, pour ce combat entre Topuria et Oliveira. En tout cas, franchement, personnellement, je suis dans le train pour ce combat et pour cette UFC 317 qui est très lourd. On a Pantoja contre Kara France en co-main event pour la ceinture des moins de 57. Sur la carte, on a aussi du Royval, Joshua Havan, qui était sur l'UFC 316, qui revient déjà, Dariush contre Moïcano. Et puis donc Topuria contre Oliveira. Pour toi, déjà, est-ce que ce combat principal, c'est une headline assez grosse pour pouvoir occuper le haut de l'affiche sur cette International Fight Week? Ah oui, vraiment, c'est le genre de combat qu'on veut en haut de l'affiche, tu vois, un combat entre deux action fighters, deux gars qui aiment avancer, deux gars qui produisent peut-être avec Thomas Spinal les meilleurs finisseurs actuels à l'UFC. Clairement, de toute façon, Oliveira, son palmarès part pour lui. Topuria, ses dernières performances parlent pour lui aussi. Donc, c'est ce genre de combat qu'on veut. Après, justement, en quelques années d'International Fight Week, avec des main events un peu plus compliqués ou peut-être déséquilibrés, là, c'est super cool. Ouais, International Fight Week, on rappelle, c'est la 13e édition cette année. Traditionnellement, c'est fin juin, début juillet. Parfois, il y a aussi plusieurs UFC qui se passent à Las Vegas autour de cette Fight Week, avec l'UFC qui met des stands, qui fait venir beaucoup de combattants sur place pour que les fans puissent les rencontrer. Donc, c'est une vraie, énorme, bonne fan expérience quand on a la chance d'être à Vegas pendant cette semaine-là. Bon, c'est un énorme jeu de chaises musicales là, qu'il y a eu entre 3 catégories. C'est des moins de 66, moins de 70 et moins de 77. En gros, c'est le sacre chez les Walters de Jack Della Maddalena qui a fixé les choses. Du coup, Topuria, champion des moins de 66, il monte en moins de 70 pour affronter Oliveira. Makhachev, qui était le champion de cette KT, lâche donc sa ceinture pour aller en moins de 77 et affronter dans les mois qui viennent Jack Della Maddalena. Dernière précision, en moins de 66 kilos, la ceinture a été laissée vacante par Topuria et c'est Volkanovski qui l'a reprise en battant Lopez. Bref, c'est un gros micmac. Est-ce que pour toi, c'est des moves qui sont à la fois logiques et à la fois cohérents sportivement pour redynamiser un peu ces KT? Alors en tout cas, sur le fait que les gars qui sont montés, donc en l'occurrence Topuria et Makhachev, et lâché leur ceinture, ça c'est des bons moves, c'est des très bons moves. Moi je supporte ces moves là, je suis content même parce que à un moment c'était devenu abusé, la course au double champ, avoir les deux ceintures en même temps, etc. C'était devenu beaucoup trop, donc je suis assez content sur le sujet que l'UFC ait sifflé la fin de la récré. C'est comme ça que ça doit se passer. Le seul truc qui est illogique dans tout ça,
c'est de ne pas avoir eu Topuria Makhachev immédiatement. Ah, c'est ça. En fait, c'est le combat que tout le monde voulait voir et potentiellement il n'aura jamais lieu. Ou alors, il faudra attendre encore quelques années. Tu vois, on parlait l'autre jour de Jones Miocic, ça a mis 7 ans trop tard, etc. Si tu le fais maintenant, c'est pile le bon moment, le timing est parfait. Si tu le fais dans 3 ans, tu sais pas ce que ça donne. Exactement, je comprends pas. Honnêtement, peut-être qu'on aura l'explication un jour. Le combat était là, il était à faire. Il y a rien qui se mettait en travers de ce combat-là. En tout cas, pour nous, en tout cas de ce qu'on a comme information. Donc j'avoue que c'est incompréhensible. L'UFC a regretté par le passé. Ils viennent de regretter, encore une fois, de ne pas faire les combats tout de suite. Donc je trouve ça bizarre. Maintenant, avec ce qu'on a à la place, je vais pas trop me plaindre. Ça va, le combat est cool. Le combat est très cool. Juste un mot, ça m'intéresse aussi. Ça mériterait un plus long débat, limite un Fighter Club spécial. Mais c'est vrai que ce côté Cem, moi, ça m'a vraiment saoulé à un moment. Parce que j'avais justement noté quelques trucs là-dessus. En 22 ans, de 93 à 2015, il y a seulement 3 combattants qui ont réussi à être champions dans 2 catégories différentes. Pas simultanément, mais dans 2 catégories différentes. BJ Penn, Randy Couture, GSP. Et là, depuis 10 ans, depuis que Conor l'a fait, en gros, il y en a eu beaucoup d'autres. Il y a eu Cormier, il y a eu Nunes, il y a eu Cerudo, il y a eu Pereira, il y a eu Jones, et là, potentiellement en quelques mois, on pourra avoir à la fois Topuria qui va devenir champion dans une nouvelle catégorie et à la fois Makhachev qui va devenir champion dans une autre catégorie. C'est-à-dire qu'en 10 ans, t'en auras eu 4 fois plus que ce qui avait été fait en 22 ans et du coup, pour moi, ça enlève un peu de saveur à tout ça. Ouais, c'est ça. Après, il faut bien distinguer les deux choses. Il y a la partie quelqu'un qui est champion dans une caté et qui monte pour être champion dans une deuxième. Indépendamment du fait de garder sa ceinture dans celle d'en dessous, ça, moi, ça me va. Tu vois, ça, c'est cool parce que c'est ce qui se passe en anglaise. Et c'est là où justement, tu vas pouvoir écrire ta légende sur un niveau différent en étant champion dans 1, 2, 3 KT. En anglaise, c'est devenu quelque chose de très important si tu veux rentrer dans le Hall of Fame. Le MMA, qui est plus compliqué dans le sens où il y a plus d'écart entre les catégories. Il y a 7 kilos entre 70 et 77, c'est dur d'être champion dans ces 2 catégories-là, c'est très difficile. Il y a 5 kilos entre featherweight et lightweight. On a vu Saladin Parnasse qui a réussi à le faire dans 2 KT et finalement pour aller à 77, ça l'a pas fait. Même s'il croit en lui, il nous l'a dit, et qu'il se sent capable de le faire, on sait en tout cas que c'est beaucoup plus compliqué. Par contre, donc, quand c'est fait comme ça, en lâchant une ceinture pour l'autre, moi ça me va. Quand c'est vraiment la course à avoir les 2 ceintures en même temps parce que tu veux rentrer dans la légende, parce que tu veux écrire ton truc, sachant que tu pourras pas défendre, il y a Cormier qui a défendu les 2, il y a Nunes qui a défendu les 2, mais on est sur 2 combattants qui sont dans des KT. En plus, je suis désolé, mais c'est forcément c'est fait pour que les tops d'une catégorie en dessous puissent affronter les tops de la catégorie du dessus, ok, mais forcément quand tu vas être champ, là ils le font plus, ok, mais quand t'as fait 0 combat dans une KT, que du coup il y en a qui sont un peu laissés sur le côté, alors qu'ils ont potentiellement, tu vois, en 77 par exemple, un Rakhmonov, forcément il pourrait mériter d'avoir, et finalement t'as un mec qui va arriver et qui va lui prendre sa place, donc il y a aussi un côté injuste pour les autres combattants. On met un peu le bordel dans des KT qui fonctionnent bien, où il y a des challengers, des gars qui montent et tout, pour pouvoir accommoder quelqu'un qui veut son statut de légende, alors que il faudrait que, et c'est peut-être aussi la faute des médias et des fans, il faut qu'on se remette tous dans la tête que prendre une ceinture et la défendre, avoir 7, 8, 9 défenses de titre, c'est comme ça qu'on écrit sa légende en fait. Pour moi, c'est comme ça qu'on fait la longévité du champion, le fait de prendre tous les adversaires. Là, c'est ce qui fait que c'est fort. Ce qu'on a dit dans l'épisode de lundi, c'est ce que je mets au crédit de Jones. Ce qu'il a fait, ça, de défendre sa ceinture et de prendre la nouvelle génération, c'est à mettre à son crédit. En gros, tu vas privilégier un Demetrius Johnson qui a fait toutes ses ceintures, un Conor McGregor qui n'a pas fait de défense et qui a eu 2 ceintures différentes. C'est 100 fois plus dur. C'est 100 fois plus dur de durer comme ça, de défendre ta ceinture. Là, du côté de Topuria, justement, dans sa KT, tu trouves qu'il y en a qui sont justement laissés de côté, un peu punis par cette arrivée. Il y a Oliveira qui est là, mais il y a Tsarukyan qui est en backup, qui aurait pu mériter, même s'il est un peu puni lui aussi par l'UFC par rapport. Lui, il est puni, lui, on le sait. Il avait planté un main event contre Makhachev, c'est Moïcano qui avait remplacé. Gaethje, numéro 3. Il y en a un qui est vraiment lésé par cette arrivée. Justin Gaethje. Gaethje, ouais. Ah, c'est pas lésé, le mot est faible. En plus, il reste sur une victoire contre Fiziev. Le mot est faible. Il y a des mots plus violents qu'on peut utiliser, qu'on va pas utiliser, mais vraiment, c'est le dindon de la farce. Il y a aucune justification possible. Enfin, si, il y en a une, évidemment. C'est que Topuria, c'est une superstar. Mais si j'étais Justin Gaethje ou son entourage, je serais très, très, très énervé par ça. Vraiment, ouais. Parce que Topuria, c'est 2-2 sur ses 4 derniers combats. Justin Gaethje, il reste sur des belles victoires, notamment contre Dustin Poirier, par KO. Donc, Oliveira, c'est 2-2. Oliveira, c'est ça. Oliveira, c'est 2-2, tu vois. Donc, Gaethje, il avait une vraie. Il avait un cas plus que légitime.
pour être un des combattants pour cette ceinture. Ouais. Bon, on verra tout à l'heure en fin d'émission. Peut-être que justement, ce sera lui qui pourra avoir derrière un title shot si en fonction du résultat qu'il va y avoir entre Topuria et Oliveira. On va se plonger donc dans ce combat entre Ilia Topuria et Charles Oliveira. Beaucoup de choses à dire, c'est sûr. Déjà, Topuria, il a montré assez de puissance pour pouvoir la reporter pour toi chez les moins de 70 kilos. On parlait de cette complexité à passer d'une catégorie à l'autre. Là, 66-70, il y a 4 kilos de différence. Il a dit qu'il pourrait être plus lourd que Oliveira le jour du combat. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu penses que cette puissance, il va pouvoir l'appliquer? J'y crois. C'est un énorme featherweight. Qui a lui aussi eu des problèmes de poids. D'ailleurs, c'était tous les deux en feather qui ont eu quelques complications. Topuria moins, tout simplement parce que sa carrière à l'UFC est beaucoup moins longue que celle d'Oliveira, qui lui a eu beaucoup de problèmes de poids ratés quand il était en feather. Oui, je pense qu'il sera lourd. Je pense que sa puissance va venir avec lui en 70 et qu'il continuera à mettre KO des mecs, tout simplement parce que il met KO ces gars-là, c'est pas juste avec sa puissance. C'est vraiment un gros bagage technique qui lui permet de mettre KO les gars. Le transfert de poids, le positionnement des pieds, le footwork, le positionnement de son corps par rapport à son adversaire, comment il arrive à couper la cage, à se rapprocher, le timing. Il y a plein de choses qui font que le KO, il vient pas juste avec sa force de frappe et donc il pourra mettre KO les gars aussi en 70. Ouais. Il montre beaucoup dans les vidéos qu'il met sur ses réseaux sociaux, sur YouTube, que l'UFC partage aussi de lui. Il a déménagé à Madrid maintenant. Il habite dans une maison magnifique où il a fait en plus un coin vraiment entraînement avec tout ce qu'il faut. C'est une sorte de mini performance institute en fait qu'il a produit chez lui. Mais en fait derrière tout ça, il montre que ça sert pas à rien et que du coup derrière il applique et il confirme dans la cage tout ce qu'il nous montre à l'entraînement en fait. C'est un gros travailleur. En plus d'avoir fait tout ça et d'avoir investi dans des installations pour lui, il s'entraîne aussi à Madrid à l'INSEP espagnol en fait. Là où tu as les lutteurs olympiques, tu as les boxeurs olympiques, toutes les disciplines olympiques peuvent s'entraîner là-bas, tout comme pour nous à l'INSEP. Donc ça veut dire qu'il a des partenaires d'entraînement de très très haut niveau, des lutteurs olympiques espagnols, il y a accès, les boxeurs, les entraîneurs, les installations aussi. Et puis tu sais, d'être dans un esprit de compétition, d'être entouré de compétiteurs autour de toi, c'est super important. Donc c'est un travailleur. Il y a tout ce qui va avec, il y a le trash talk, il y a tout ce qui montre en termes, tu sais, un peu de classe, de s'habiller, de les voitures, le bling et tout. Il est hyper classe. Il est hyper classe et il travaille sur cette image. Ah oui, non, mais vraiment. Mais moi, je trouve que non, il a apporté. En fait, moi, je remarque quand même l'évolution du gars sur ces dernières années. Franchement, on l'a vu venir, mais c'était pas non plus le bulldozer que tu vois venir de très très loin. Il est arrivé et sur ces deux dernières perfs, Volkanovski-Holloway, il a juste fait fermer énormément de bouches parce qu'il y en a beaucoup qui le détestent encore, je trouve. Il est populaire, mais il n'est pas forcément aimé par le grand public, je trouve. Non, parce qu'il a ce truc-là aussi de certains combattants d'être très expressif. Ouais, mais il l'est pas. On va en parler après justement du personnage de Topuria, mais je trouve qu'il est loin d'un McGregor. Ah mais non, il est très loin. Il est hyper respectueux. Il est très loin. Il faut pas faire cet amalgame-là parce qu'il a les mêmes tatouages et compagnie. C'est quelqu'un qui parle, qui est très sûr de lui, qui a une énorme confiance en lui. Et c'est quelque chose qui a toujours posé problème au monde entier. Quelqu'un qui parle, qui se dit moi je vais gagner, moi je vais mettre KO, moi je vais faire ça. Bah il y a des gens qui aiment beaucoup ça. Mais la majorité des gens n'aiment pas. Moi, je pense quand même qu'au début, il a voulu essayer de se dire je vais aller vers un Conor. Mais je pense qu'il est pas très bon en trash talk. Je pense qu'il s'est arrêté en chemin. Mais il a voulu le faire. C'est ce qu'il paye encore aujourd'hui. Je suis d'accord avec ça. Il s'est arrêté en chemin. Il le paye aujourd'hui. C'est vrai que quand il est arrivé au début, c'était trop. Il parlait trop, il se montait machin, les trucs. Et puis c'est vrai que dès le début de sa carrière, il était aussi dans ce luxe-là, dans la parade, de montrer que tu vois, j'ai des belles voitures, j'ai des trucs. Il a dit rapidement qu'il avait bien investi son argent et qu'il avait réussi. Tu vois, donc. Parce qu'il a des énormes montres à chaque fois. Tout comme McGregor quand il est arrivé, tu vois. La maison, c'est une maison de joueur de foot. Voilà, exactement. En fait. Tu vois. Et McGregor, quand il est arrivé, c'était la même chose. Il n'avait pas spécialement beaucoup d'argent, mais c'était toujours les 3 pièces bien taillées, bien tirées, etc. Donc, t'as ces mecs-là qui sont un peu dandys quand ils arrivent dans le milieu du combat, alors que le reste, c'est des gueules tapées qui s'en foutent un peu de leur apparence. Et vrai avantage, c'est que maintenant, il a même plus besoin de le forcer. Ça y est, il est au rang qu'il mérite et qu'il est allé se chercher tout seul. Donc maintenant, il suffit qu'il parle dans la cage et qu'il agisse un peu plus naturellement à côté et pas besoin d'essayer d'en faire trop comme il a voulu le faire à un moment. On l'a de plus en plus. Moi, j'ai regardé le countdown là, juste hier soir et je crois qu'on a de plus en plus le Topuria plus sincère. J'ai vu aussi l'interview avec Elwani où il donne toutes ses fleurs à
Oliveira, tout comme il donne toutes ses fleurs aussi à Makhachev. Il dit pas que Makhachev l'esquive, il dit simplement qu'il a la poursuite de ses rêves. Et de dire ça d'un autre combattant qui va être ton rival, c'est cool. Tu vois. Jusqu'où il peut aller en popularité, Topuria, tu crois? Parce que, truc tout con, mais un chiffre que j'ai vu passer, il est suivi par près de 9 millions de personnes sur Instagram, par exemple. Et là, sur ce dernier mois, il a gagné presque 1,5 million sans combattre. C'est-à-dire que là, s'il bat Oliveira, il va reprendre des centaines de milliers de followers. Jusqu'où il peut aller en termes de notoriété, en termes de puissance médiatique, Topuria, pour toi? Il peut aller très très loin. Je pense que ça peut aller au niveau d'un Conor McGregor. Très clairement. Tu crois? Ouais, je pense parce que. Ça, je crois pas. Je crois franchement que Conor, c'est inatteignable. Je crois qu'on verra plus jamais ça. Mais on le disait ça, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu Ronda Rousey on l'oublie, mais c'était une dinguerie. C'était au niveau de Conor, tu vois. Il y a eu des stars. Mais Conor, c'est encore fou. La chute, elle est. Ouais, mais la chute, elle est quand même. Pas mal. Ouais, mais la chute sportive. Ouais, mais il y a le reste qui arrive. Il y a les affaires judiciaires qui sont arrivées. Maintenant qu'on a enterré le sportif pour un mec comme ça, c'est limite ce qui se passe à côté, arrestation, etc. Ça renforce encore le personnage médiatique. Oui, ça dépend. Ça va dépendre vraiment des gens. Moi, j'ai pu constater au niveau de McGregor un vrai changement. Ouais. Notamment, tu sais, le juge de paix, ça va être Twitter un peu. T'as tout le monde qui est là-dessus sur la sphère MMA. Et là, dès qu'il y a un tweet par rapport à lui, que lui, il envoie quelque chose, il y a beaucoup de négatifs. Pourquoi je te dis que ça peut arriver très très haut? Parce qu'il a déjà beaucoup de followers et on est dans un monde qui est bien plus connecté encore qu'à l'arrivée de McGregor. McGregor, c'est 2015-2016. Hein. Là, on est en 2025. Tu fais un TikTok, même quelqu'un de lambda, il fait des TikTok qui font plusieurs millions de vues. Et Topuria, s'il reste travailleur, s'il continue à cultiver son image comme il le fait, j'imagine qu'il y aura du documentaire, qu'il y aura du film. On est encore au début. Il n'a pas encore fait les choses qui vont faire passer un autre step et c'est déjà très très haut, tu vois. Donc, et puis, il y a quelque chose d'important, c'est que s'il reste actif et qu'il continue à mettre KO les mecs, ça c'est pareil, c'est le juge de paix. Tu mets KO, tu continues à produire des images virales, tu vas continuer à gagner des followers, ça va arriver. Et puis il y a d'autres étapes qui pourraient arriver. En Espagne, nous ça a été Cyril Gane à l'époque en fait, mais pour l'Espagne, c'est Lia Topuria. Ouais. Parce que déjà, quand il gagnait, avant Volca, je crois, on parlait déjà de prendre Santiago Bernabéu, d'aller combattre au stade du Real Madrid. Donc grâce à lui aussi, seulement en Espagne, le MMA il se développe beaucoup. Et dans les Countdown Embedded, on le voit aussi, il est partenaire d'une organisation très populaire là-bas. Il est très investi, donc c'est aussi important pour l'UFC de garder cette image pour se développer en Espagne et dans certains pays qui ne sont pas encore hyper développés. Exactement, et tu verras très bientôt que des combattants de son organisation signeront à l'UFC ou au Dana White Contender Series et qu'il y aura un partenariat qui va s'établir. Si tu veux, il fait les choses différemment de McGregor dans le sens où sa présence, elle va être à tous les niveaux du MMA. McGregor, c'est uniquement sur ses combats et sur ce qui se passe autour de sa personne, tu vois. Derrière, il a fait le BKFC. La vérité, c'est que la majorité des gens ne suivent pas vraiment le BKFC. Alors que d'avoir une organisation européenne de MMA, ça va vraiment le mettre dans les têtes de tout le monde en Europe. Et puis ensuite, continuer à faire grandir sa popularité au States à travers ça. Et en plus, il y a un moment où il est géorgien à la base, Topuria. Il y a un moment où l'UFC communiquait un peu sur les deux. Et maintenant, ils ont dit tiens, on a Merab qui est géorgien. On va mettre Topuria catégorisé espagnol et arrêter de parler de la Géorgie. Et là, dans le countdown, je sais même pas s'il parle de la Géorgie, tu vois. On voit son double drapeau géorgien, espagnol, machin. Mais eux, ils en parlent pas. Alors qu'il y a certains moments, ils en parlent un petit peu plus. Donc l'UFC est bien opportuniste aussi là-dessus. C'est clair. Là, ils ont vu qu'il y avait un marché. Ils savent très bien, l'UFC, que l'Europe est le plus gros marché après les États-Unis. Ils le savent. Même au niveau du Brésil, qui est un marché historique du MMA, je pense qu'ils font pas le même business que ce qu'ils arrivent à faire en Europe, quand ils viennent en France, etc. Donc, et en Angleterre. Donc, et puis, il faut prendre en compte une donnée très importante, c'est qu'avec la retraite de John Jones, actuellement, il n'y a pas de champion américain à l'UFC. Zéro. Il n'y en a pas. Ouais. Donc, il faut développer les autres marchés. Ouais. Ah, c'est fou. Ouais, c'est fou. Et puis, je pense qu'ils vont essayer de pousser aussi les Américains, comme avec les Dana White Contender Series. Il y a forcément beaucoup d'Américains qui arrivent. Il va falloir, parce que là, ils sont un peu en galère. Ouais, ça, c'est pas bon du tout. Enfin, c'est bon pour une partie du business, mais le business, le socle de l'UFC à la maison, c'est compliqué. C'est vrai que c'est pas ouf. Oliveira, on va parler du coup de la technique juste après, mais un mot sur Oliveira. Vraie légende et longévité dans les résultats qui est un truc de fou. 34 combats à l'UFC depuis 2010, 11 victoires d'affilée entre 2018 et 2022. Il a des records absolus qui vont mettre un petit peu de temps à être battus. 20 finishes, 16 soumissions, 19 bonus de fin de soirée. C'est un futur Hall of Famer sans hésitation, Charles Oliveira. Et bien sûr. Il l'est déjà. Et en plus, il le sera à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que ce sera un Hall of Famer pour sa carrière. Ce sera un Hall of Famer probablement pour une de ses finitions. Moi, je pense au Kyle Slasher qui est exceptionnel. Pour moi, c'est la meilleure soumission de l'histoire de l'UFC.
avec celle de Demetrius Johnson, et puis peut-être aussi pour un Fight of the Night, tu vois, ou un Fight of the Year. Enfin, il a fait tellement de choses marquante pour l'UFC que ça en fait déjà une légende. Ouais. Et puis c'est un mec qui adorait des fans, on disait tout à l'heure, donc c'est ton combattant préféré actuellement dans le roster à l'UFC. Antoine Simon, il dit pareil, c'est son combattant. Et donc, il dit même, et toi aussi, tu dis même, du coup, l'émotion peut parler un petit peu quand on parle de Charles Oliveira. Antoine pense que c'est Charles qui va gagner le combat. Après, il y a plein de données. C'est que voilà, il rapporte de l'argent à l'UFC. Lui en prend aussi à chaque fois, parce qu'il doit être à peu près $1 million sur chacun de ses combats, plus ou moins en fonction des title shots ou pas. Ça va l'encourager à rester longtemps, Charles, ou à un moment, 35 ans, va falloir qu'il arrête? Ouais, je pense que Charles, il est fait pour la longévité. Il est fait pour durer longtemps. C'est un de ces Brésiliens qui va combattre jusqu'à 40 ans, probablement. Donc je pense qu'il va rester encore après ça, qu'il va continuer. Quel genre de 40? Est-ce qu'il va faire un Michael Chandler? Tu vois, Michael Chandler, sur ses 6 derniers combats, il a qu'une seule victoire. Ouais. Il parle déjà d'aller faire du catch. Ouais. Comment il sera à 40 ans, Charles, du coup inévitablement moi, sur le déclin. Moi, je pense qu'il doit arrêter avant. J'espère. Moi, j'espère, bien sûr. J'espère sincèrement qu'il arrête avant, mais j'ai vu José Aldo prolonger plus que de raison. J'ai vu d'autres combattants le faire, Shogun, etc. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué pour ces gars-là de s'arrêter. Et les combattants, comme Charles, et ce qu'il est capable de faire dans la cage, le rendent toujours confiant sur le fait qu'il a besoin que d'une seule opportunité. Soit debout, soit au sol, mais il a besoin que d'une seule opportunité. Et tant qu'il croira à ça, il croira qu'il pourra encore combattre. Il est aussi très proche de sa famille, ça aussi. Quand on disait pour Topuria les images qu'on a l'habitude de voir dans les countdowns, là maintenant pour Oliveira, c'est uniquement ça. Ouais. Et justement, je pense que sur ce combat, ça va le motiver aussi parce qu'il a un jeune fils, Dominique. Ouais. Et donc il dit ce combat-là, il va être pour Dominique. Mais tu vois, s'il a plus d'enfants, il va vouloir. Moi, je pense qu'il va vouloir passer plus de temps en famille à un moment et ça va l'éloigner de la cage. Et je pense que ce combat contre Topuria, ça va être le marqueur. Soit il perd et on commence à partir sur une fin de carrière avec 2-3 combats un peu money fight et terminé, parce que je pense qu'il aura plus de title shot là s'il perd. Oui, non, c'est sa dernière chance. Donc il partira sur un registre comme ça et par contre s'il gagne, voilà, il pourra repartir sur. Mais voilà, moi je le vois encore pour 2-3 combats et puis après terminé. J'espère vraiment parce qu'il y a une chose que je détesterais le voir, c'est devenir un peu un gatekeeper de la catégorie, prendre tous les nouveaux qui arrivent et perdre contre tous ces nouveaux-là un par un et puis tu vois enchaîner les défaites. C'est quelqu'un qui a connu les affres de la défaite, il en a eu pas mal dans sa carrière, il est remonté. En plus, il en prend des durs, hein, ouais, parce que c'est sur 10 défaites, il a 4 KO et 4 soumissions. Ouais. Et pour un combattant de son level, c'est assez rare d'avoir autant de défaites avant la limite. Tu sais, parfois, parce qu'il a beaucoup de fights aussi. Ouais, mais quand même, s'être pris 4 KO et 4 soumissions, ça reste beaucoup pour lui. Il a pris beaucoup de combats, donc forcément des défaites. Il a pris des combattants très très forts, très vite dans sa carrière, parce que c'est un des mecs qui est arrivé les plus jeunes à l'UFC. À 20 ans, il était déjà là. Et à 22, 23 ans, il prenait que des mecs super forts. Donc il y avait ce côté friable mentalement qui lui a fait avoir certaines défaites, notamment par soumission, où tu sentais que c'était plus qu'il avait abandonné mentalement qu'autre chose. C'est une carrière. Moi, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup ce personnage, parce que pour moi, ça représente vraiment ce que c'est les arts martiaux dans ma vision. Les invaincus dans tous les sports de combat, tu les comptes sur les poignets d'une main probablement, tu vois. C'est vraiment. Moi, j'aime bien cette carrière-là parce que voilà, c'est les victoires, c'est les défaites, c'est de remonter. C'est au moment où tout le monde te dit, de toute façon, toi, t'es juste un mec de milieu de tableau. Et ben t'arrives à mettre en place une série de victoires qui t'amènent jusqu'à la ceinture, et ça c'est fort, tu vois. En plus le problème c'est que s'il perd derrière, là il y a des mecs un peu dangereux dans la catégorie. Parce qu'il y a des combats qu'il a pas fait, Dan Hooker, Raphaël Fiziev, BSD. Donc potentiellement s'il retourne à faire des combats contre des mecs qui sont derrière, ça peut être des ça peut être dur, ça peut être dur, ça peut être des vraies guerres. Ça peut mal finir, c'est clair. Bon, il a l'habitude des guerres, en tout cas c'est pas ça qui lui fera peur, quel que soit le résultat. Bon, l'opposition de style maintenant entre Topuria et Oliveira, on va parler de ça. L'atout numéro 1 de Topuria, c'est quand même son striking. Franchement, il a un striking très propre, une boxe qui est magnifique. Taylor, il explique que Topuria, il change aussi de garde. Alors c'est ce qu'il disait dans l'émission La Carte. En fait, il arrive à taper en changeant de garde, c'est-à-dire qu'il replace ses appuis à chaque pas et du coup ça lui permet de pouvoir mettre et droite et gauche, de pouvoir attaquer en droitier et en gaucher pendant que son adversaire recule. Et ça, contre Oliveira, ça pourrait fonctionner. Ah bien sûr, de toute façon, Topuria a raison sur une chose, c'est que les défauts d'Oliveira correspondent parfaitement à ses qualités à lui. Ça, c'est un gros problème pour Oliveira. Ça, c'est clair et net. Topuria a une capacité déjà, premièrement, à feinter qui n'existe pas beaucoup chez les autres combattants. Il utilise les feintes à bon escient. La deuxième chose, c'est qu'il a cette capacité à couvrir la distance
très rapidement, justement en bougeant bien ses pieds, tout en gardant un équilibre. C'est très dur, tu sais, de pas compromettre ton équilibre quand tu vas casser la distance comme ça, et surtout que tu vas travailler circulairement, avec des crochets notamment. Sur le KO contre Holloway, c'est un modèle du genre, tu vois. C'est vraiment un modèle, parce qu'en fin de série, réajuster tes jambes, ton bassin, et être suffisamment bien positionné pour avoir un crochet du gauche comme ça, aussi puissant, c'est très très fort, et c'est un gros problème. Donc il y a toutes ces choses-là qui vont être des soucis pour Oliveira, et puis il est explosif et il est intelligent. Tu sais, sa pression, elle est constante, et puis en plus, il arrive à switcher. Quand son frère lui demande au début du 3e... Son frère qui lui parlait énormément pendant les combats. Et là, il lui demande au début du 3e contre Holloway, commence à attaquer. Moi, je me dis, comment ça commence à attaquer? Ouais, ça veut dire que jusqu'à ce moment-là, il considérait pas que c'était l'attaque. Pour le moment, t'étais encore sur la retenue. Ça dit sur la prépa physique aussi. Hein. Et derrière, ce qui se passe, c'est quoi? Il change totalement de niveau de pression et ça dure 2 minutes. Ouais. Tu vois, c'est exceptionnel. Ouais, donc le striking, déjà, dans cette pression qui est constante, il y a la variation des zones de frappe aussi, qui est très bonne. Et en fait, il a beaucoup de centimètres de moins que Charles Oliveira, là, mais quand même, il arrive à monter. En fait, sa taille, il l'utilise à la perfection. Ouais, pour certains, ça pourrait être un défaut, un désavantage. Et pour lui, il l'utilise comme une qualité, sa taille, en fait. Ouais, vraiment. Pour lui, ça lui pose pas de problème parce qu'il se rapproche efficacement. Il est capable aussi de garder ses hanches un petit peu derrière pour s'assurer de travailler avec les bras. Donc, tantôt, il va travailler un petit peu en relâchement, vraiment pour montrer les mains et puis ensuite taper fort. Et puis des fois, il va juste vraiment avancer, s'asseoir, et puis là, il va pouvoir taper fort s'il estime qu'il est dans la bonne distance. Et cette distance-là, il peut la créer lui, mais il peut attendre aussi que son adversaire se jette un petit peu sur lui, tu vois. Donc, ce qui pourrait arriver avec Oliveira. Même si Oliveira, les défis striking, il aime bien y aller aussi. Il ira. Le truc qui est bien pour Topuria, c'est qu'Oliveira, il aime bien avancer. Ouais. Ah, donc ça, il pourra en profiter. Ouais. Oliveira, il a une garde assez haute, un peu Muay Thai. Est-ce que en striking, je sais pas, j'ai du mal à voir s'il va pouvoir donner du mal à Topuria. En tout cas, est-ce que tu crois qu'il va essayer de saisir la moindre opportunité pour venir coller Oliveira? Je pense pas. Non. Je pense qu'il croit en ses capacités en striking. Il l'a montré dans ses derniers combats. Certes, il a été envoyé au tapis, mais que ce soit contre Chandler, où il finit par trouver la solution avec son crochet notamment, que ce soit derrière contre Poirier, où on parle pas assez de tout son travail au corps, notamment avec ses genoux, où il fait vraiment des dégâts, et il arrive à ralentir progressivement Poirier, qui est un combattant, attention, toute proportion gardée, légèrement similaire à ce que peut faire Topuria en termes d'agressivité debout avec ses poings. Contre Gaethje, où il se fait envoyer au tapis plusieurs fois, mais pareil, il trouve la clé d'abord debout, il finit par avancer, toucher avec sa droite. Il a des armes très intéressantes, Charles Oliveira, et Topuria, il a pu montrer par le passé qu'il n'est pas invulnérable debout, notamment contre le aussi. Il a pris certains coups. Volkanovski, il trouvait ses marques dans la première reprise, mais Volkanovski, il est exceptionnel aussi, attention. Donc, j'irais pas enterrer Oliveira, je dirais simplement que il y a beaucoup d'avantages pour Topuria debout. C'est peut-être que Topuria, même si alors il a des segments beaucoup moins longs, il pourrait aussi utiliser des coups de pied en zone basse. C'est ce que je pense qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. Je pense qu'il va attaquer en low kick très vite. Ça a marché super bien contre Holloway, qui est sujet au low kick. Contre Holloway, ça a marché très très bien. Et ça a super bien marché. Et du coup, c'est comme ça qu'il le met KO d'ailleurs, parce qu'il switch de garde. Il le change de garde, et du coup, c'est là qu'il trouve l'ouverture. Il l'explique très bien. Je crois que c'est dans. Il l'explique très bien. Il voit intelligence de combat, fight IQ aussi de Topuria, de le comprendre à ce moment-là et de l'analyser aussi froidement derrière. Il voit que c'est ça qui a marché, donc c'était un petit point tactique qu'ils avaient travaillé avant et qui a payé. C'est important. Qui a payé contre un des meilleurs strikers de l'UFC. Attaquer tout de suite sur le changement de garde avec ton bras arrière. Quelqu'un d'autre l'a super bien fait. J'en profite, comme ça on parle des Français aussi. C'est Nassourdine Imavov. C'est quelque chose qu'ils avaient travaillé avec Nicolas notamment. Quelqu'un qui change de garde, il faut tout de suite attaquer. Il faut pas, parce que si lui change de garde, soit c'est parce qu'il est gêné, soit c'est parce qu'il veut attaquer fort avec son membre arrière, son bras ou sa jambe. Si tu le fais en premier, tu le surprends parce qu'il n'a pas encore eu le temps de prendre sa position. Le problème avec Topuria, c'est que c'est lui qui provoque le changement de garde. C'est là où c'est chiant pour son adversaire. Tu vois, il te piège en fait totalement. Il va te travailler la jambe avant pour te faire changer. Il va travailler un peu à l'intérieur quand tu changes de garde. Et puis quand il va reconnaître ton changement de garde, il va y aller tout de suite. Et ça c'est fort. Et comme on a déjà vu que ça avait marché, est-ce que du coup il n'y a pas un risque d'aller vers une solution un peu prévue? Et du coup, si Charles s'est bien adapté à ça, qu'il trouve la solution de son côté. Sur le papier, absolument, Charles. Sur le papier, absolument. Mais le problème, bien comme le disait si bien Floyd Mayweather, c'est toujours différent à l'intérieur. C'est toujours différent. Tu crois que tu sauras, et puis tu te retrouves à l'intérieur, et tu te retrouves dans le piège. Et là, tu dis... dans la pression qu'il met... Pour schématiser, Poatan, tu sais qu'il va venir avec son crochet du gauche. Tu dis, il faut pas que je le prenne. Ouais.
Ils l'ont tous pris. Hein. Ils l'ont tous pris. Quasiment, Quasiment tous. Ils l'ont quasiment tous pris. S'ils arrivent au corps à corps, c'est un autre truc que Taylor Antoine expliquait dans la carte. S'ils arrivent au corps à corps, comment tu le vois, qui tirerait son épingle du jeu? Parce que ce qu'il disait, c'est que par exemple, si Charles il vient avec son clinch Muay Thai, avec les mains derrière le cou, du coup, et ben là, du coup, il aurait les coudes assez hauts et il laisserait beaucoup de place au corps. Et même sur ses coups au corps, avec ses petits segments, Topuria pourrait faire très mal. S'il lui laisse les bras libres, je pense pas que Charles fera ça. Le clinch Muay Thai, ce qui est intéressant, c'est que ça passe d'abord par un contrôle des bras. C'est comme ça qu'on travaille en Muay Thai. On va contrôler les bras et on va passer les mains, ses propres bras dans le dos pour s'assurer d'avoir ce contrôle et d'être proche de son adversaire. Résultat des courses, il peut plus utiliser ses mains. Les mains trop hautes. Voilà. Il est obligé de passer ce qu'on appelle l'underhook. C'est plus compliqué. Et on est dans une bataille de passage de bras en fait. Donc si ça se passe comme Charles le veut, non, ça ira, son corps sera protégé. Le truc, c'est que je pense Topuria, c'est un lutteur. C'est un lutteur de base. Donc s'il se retrouve dans cette position-là, il va pas se prendre la tête. Il va chercher les jambes, il va amener au sol. Mais là, ça va être intéressant, puisque Charles, il n'aura pas peur du tout d'aller au sol. Au contraire. S'il est crocheté, limite, il y va. S'il est dans son dos, il est content, Charles. Ouais. Lui, il va se dire, ok, pas de problème. Ouais. C'est pour ça que le clinch, c'est une très bonne solution pour Charles Oliveira. Genou en plus. Soit je travaille avec mes coups de genou, voilà, soit je travaille dans mon clinch Muay Thai. S'il arrive à immobiliser les bras et qu'il a ce clinch Muay Thai. Là, il n'y a pas de problème. Soit, limite, c'est je vais dans le clinch, vas-y, envoie ton double leg. Je vais même pas le défendre, on y va. Viens, on y va, il n'y a pas de problème. Et puis là, on va essayer de travailler. Parce que pour le coup, les coups de genou, par rapport à la taille, la Topuria, on disait la taille, il l'utilisait de manière efficiente dans beaucoup de situations. Là, il aura plus de mal sur le clinch. Déjà, il aura plus de mal. Et puis surtout, Oliveira, j'aime bien son travail en clinch, en Muay Thai, parce qu'il travaille vite avec les genoux au corps. Il travaille efficacement, il pique, il crée de l'espace en reculant les fesses pour travailler vraiment au milieu, au plexus ou sur le foie avec son genou gauche. Donc, si tu me demandais stratégiquement, moi, c'est ce chemin-là que j'essaierais d'emprunter pour Oliveira. Travailler au clinch. Travailler au clinch. Alors, si on arrive au clinch, quand même, il y a des chances qu'on se retrouve à un moment au sol. C'est assez probable. Au sol, sur le papier, bon, c'est Oliveira qui a le plus d'aptitude, qu'il soit dans n'importe quelle position. On sait que c'est un anaconda, il est horrible à maîtriser dans ce domaine-là. Topuria, il peut être confiant sur son sol quand même. Alors, ce qui est bizarre dans son analyse de son palmarès, en fait, c'est qu'il a réussi 8 soumissions en carrière, mais seulement une à l'UFC. En fait, ses 7 premiers combats en carrière, c'est des soumissions. Et depuis qu'il est arrivé à l'UFC, c'est devenu un mec qui met des KO et qui met plus de soumissions. Exactement. La seule, c'était contre Bryce Mitchell. Très beau combat d'ailleurs, mais... Non, mais je crois qu'il avait mis un point d'honneur à le soumettre, lui. C'est encore différent. Mentalement, encore, j'arrive, il arrive à annoncer beaucoup de trucs et à les faire. Hein, ouais, c'est clair. Contre Holloway, il avait dit qu'il allait le faire, il l'a fait. Là, il a dit contre Oliveira, d'ailleurs, qu'il allait le terminer assez rapidement. Il l'a dit au micro d'RMC Sport avec Yacine Zaouine qui est là-bas. Bon, du coup, si on arrive au sol, Baba, comment tu vois le combat? C'est difficile à prédire. Évidemment, on part du principe que Charles a tous les avantages au sol. Maintenant, Charles, ses avantages, ils disparaissent quand il est touché. C'est-à-dire que si on se retrouve au sol après une frappe de Topuria, il peut se faire soumettre comme il s'est fait soumettre contre Makhachev ou contre d'autres. Ça peut arriver. Ou il pourrait céder sur le ground and pound, tu vois, vu qu'il serait touché. Si on arrive au sol dans d'autres termes, sur l'initiative de Charles, ou sur une initiative de Topuria, mais depuis le clinch, où Charles n'a pas spécialement pris de coup, c'est là où c'est super intéressant, parce que Topuria, il aura tout intérêt, à pas rester trop longtemps dans la garde de Charles, il aura tout intérêt à essayer de se relever rapidement. Maintenant, c'est un mec, comme tu l'as dit, qui annonce des choses, qui met un point d'honneur à montrer aussi qu'il peut dominer. Il y a du John Jones un peu dans ça, chez Topuria, vous dire, moi je sais te dominer dans ton domaine, je peux venir te chercher. À l'époque où Jones, on avait dit, va pas au clinch avec Glover Teixeira, il avait fait les 2 dernières en mode, moi, il n'y a pas de problème, tu vois, regarde, je peux le faire aussi. Donc, peut-être que Topuria, il partirait de ce principe-là. Moi, je pense que c'est quelqu'un d'assez discipliné aussi, quand même, Topuria. Et là, il veut écrire sa légende samedi. Et quand tu veux écrire ta légende comme ça, tu fais un peu plus attention. Et je pense qu'au sol, s'il voit qu'il n'y a pas d'opportunité de faire mal ou de soumettre, il se relèvera rapidement. Il se relèvera. Après, moi, je pense justement aussi par rapport à cet ego qu'il a forcément et cette envie d'écrire. Je pense que soumettre Oliveira, il aimerait beaucoup. Il aimerait énormément. Donc peut-être qu'il pourrait s'entêter une fois au sol à vouloir trouver la bonne ouverture pour faire ce qu'il a envie de faire. C'est possible, il en est capable. Et c'est juste que, comme tu l'as dit, ça fait longtemps. Il a commencé sa carrière en étant un vrai lutteur. Tu regardes ses premiers combats à la boxe, c'était pas... J'allais dire c'était pas ouf. Il y avait quelque chose, tu vois. Mais cette soumission sur ces 7 premiers combats. Rien à voir à ce qu'on a aujourd'hui. Ça veut dire que dans sa tête, stratégiquement, c'est un lutteur. On commence le combat, je t'amène au sol, je te soumets ou je te frappe. Point barre. Par contre, quand tu t'entraînes comme lui, quand tu travailles comme un fou, comme il l'a fait, comme un acharné pour avoir ce niveau-là en boxe adapté pour le MMA, j'insiste,
Je pense pas que Topuria, tu le mettes demain sur le ring avec quelqu'un de sa catégorie. La vérité se fait allumer, Charles, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Tu le mets avec un Crawford ou quelque chose comme ça va pas durer très longtemps. Ceci dit, sa boxe, elle est parfaitement adaptée pour le MMA. Pour quelqu'un qui va boxer pieds nus, etc., c'est parfait. Et quant à ce niveau-là, c'est normal de focus sur la boxe et de dire maintenant je vais mettre KO les mecs, plutôt que de prendre les risques de l'amener au sol, d'être avec un combattant comme Charles qui peut m'étrangler, je peux tomber dans une guillotine, etc. Tu vois, donc ouais, je pense que lui va rester boxer et surtout il va être agressif dès les premières secondes du combat. Dès les premières secondes, il va revenir sur Charles et il va essayer de le descendre. Ouais. En tout cas, j'ai beaucoup de mal à envisager que le combat aille à la décision. Ouais, je sais pas, 5 rounds de Topuria Oliveira, ça paraît un peu. Je crois pas du tout. 25 minutes de ça, ouais, ça m'étonnerait ton pronostic du coup. Alors qu'est-ce que si tu devais, je te le demande pas toujours, mais là, là ça m'intéresse parce que moi je t'avoue que pareil, j'adore Charles Oliveira, mais quand même aussi parce que j'ai commencé à bien l'aimer. Topuria, je l'aimais pas. Et maintenant, je l'aime bien, justement par rapport à ce petit cap, peut-être son changement dans la com qu'il a fait, à vouloir trop faire du Conor, et finalement à montrer un peu plus réellement qui il est, tout en gardant cette image un peu bling. Donc maintenant, je l'aime bien. Au-delà de ça, il est tellement talentueux. Forcément, dans les discussions meilleur pound for pound, il est dans la discussion, surtout si là, il bat Charles Oliveira qui prend la ceinture. Donc j'ai un petit peu de mal à dire. Je vais t'écouter d'abord. Mais non, c'est difficile, mais très franchement, je vois Topuria s'imposer avant la limite dans la deuxième reprise. La mort dans l'âme. La mort dans l'âme, ouais. La mort dans l'âme. Vraiment, ouais. Mais c'est un bon représentant du futur aussi, je trouve, Topuria. Bien sûr. Mais d'ailleurs, qu'il perde ou qu'il gagne, hein, c'est quelqu'un qui va être un pilier. S'il gagne, en tout cas samedi, et même s'il perd, je pense qu'il reviendra rapidement du côté des vainqueurs derrière. Ça va être un futur pilier du UFC, si ce n'est pas déjà un pilier du UFC. Ouais, c'en est déjà. On a tout dit, je crois, sur ce très beau main event de cette UFC 317. On passe au co-main event alors. On va parler un petit peu du reste de la carte. Alexandre Pantoja, champion des moins de 57, qui remet sa ceinture en jeu contre Kai Kara-France. Un combat revanche parce qu'il s'était affronté au TUF. C'était en 2016 et c'est Pantoja qui avait gagné 9 ans après. Beaucoup de choses ont changé. Le problème pour Kara-France, c'est qu'il va affronter un gars qui s'est très très largement bonifié depuis leur dernier fight. C'est ça le vrai problème. Un combattant exceptionnel. Je tiens à dire que le manque de respect sur la personne de Pantoja mais Baba, c'est manque de respect sur la KT des moins de 57. Sur la KT, mais particulièrement sur ce mec. Mais comment attends. Waouh. Ouais, mais Demetrius, ce qu'il a fait. Ouais. Il était. Ah non, mais ça, c'est pour ça que je suis d'accord. Mais c'est lié plus au problème de la KT pour moi que du mec. Ouais, c'est clair, mais qu'ils sont même pas top 10 pound for pound. C'est juste ridicule. Ça que l'UFC tombe dans ce jeu, c'est ridicule. Ça que l'UFC tombe dans ce jeu, je suis d'accord, c'est débile. Je tiens à le dire. C'est un des meilleurs combattants actuels de l'UFC. Tout simplement, il est top 5 à l'UFC, peut-être même top 3. Donc c'est un combattant exceptionnel. Ça va être un gros défi pour Kara-France. Le combat, il est assez simple à lire, Charles, en fait. Kara-France, c'est devenu un très bon boxeur. Il frappe. Il est bon debout. Et sachant, ça va se jouer debout. Pantoja aussi, il est très bon debout, mais c'est un meilleur combattant de MMA. Il est beaucoup plus complet. Et voilà, s'il vient avec une stratégie de mixer, de travailler sur le stand-up, mais aussi de travailler sur ses takedowns et de contrôler et voir essayer de soumettre, ouais, je pense que ça va être compliqué pour Kara-France. Ouais. Donc ouais, la seule clé, en fait, là pour le coup, on faisait ce distinguo chez Topuria Oliveira, mais les deux sont beaucoup plus complets dans tous les domaines. Exactement. Là pour le coup, moins complet, Kara-France, en fait, son seul salut, ce sera de fuir. En gros, si jamais il y a Pantoja qui s'approche. Il faudra le boxer. De toute façon, il n'a pas le choix. Il faut le boxer, mais si vraiment il s'approche, il vient coller, je veux dire. Ah, s'il vient coller pour. C'est la fuite quasiment, c'est de la survie en fait. Il faut défendre et sortir rapidement, tu vois. Ça va être difficile parce que Pantoja, il sait le faire de plusieurs manières. Il est très bon au clinch, il est très bon sur sa lutte. Et puis après, au sol, il est exceptionnel. Donc vraiment, là pour le coup, j'aime bien en plus ce combattant, Kara-France. Mais ça va être compliqué, Kick en zone basse aussi, peut-être pour tenir la distance. C'est ça passera beaucoup par les points, mais il est très fort au niveau des points. Mais ça passera aussi par la zone basse et c'est cette gestion de la distance primordiale, quoi. Il sait faire, encore une fois, il vient d'un gym, le CKB en Nouvelle-Zélande, le City Kickboxing, ils savent faire. Ils ont réussi leur mue, c'est tous des kickboxers qui sont devenus des combattants de MMA. On rappelle Eugene Barman en Nouvelle-Zélande et Adesanya Volkanovski notamment qui sortent de cette salle. Exactement. Je passe un grand bonjour d'ailleurs à mon ami Souleymane Konaté, un Français qui était là-bas que personne connaît, mais
mais qui a été notamment un des premiers coachs d'Adesanya en classe B. Personne ne connaissait Kevin Jousset il y a encore quelques années, finalement il est là. Tu vois, donc c'est des mecs qui ont su s'adapter et qui ont su être des combattants de MMA qui savent défendre les takedowns, qui savent défendre la lutte et imposer leur striking. C'est juste que Pantoja en striking, il est à l'aise. Donc si ça reste un combat debout, Kara France a ses chances. Mais même dans ce département-là, je mettrais Pantoja devant. En tout cas, Pantoja, c'est vrai que c'est un énorme champion, un petit peu sous-estimé, c'est certain actuellement. Pantoja, 35 ans, Kara France, il a 32 ans, donc ce sera la 4e défense de ceinture pour le Brésilien. Kara France, c'est le 4e contender. Est-ce que c'est un choix par défaut pour toi ? Plus ou moins. Il a un win streak de 1. Ouais, c'est vrai que... et avant, c'est 2 défaites. Le problème, c'est qu'il a déjà battu tout le monde, Pantoja, certains plusieurs fois. Royval. Voilà, il y a un autre combat de Bantam un peu plus bas sur la main card et on verra, ça pourrait être un potentiel combat intéressant. De 52 mouches, tu veux dire. Exactement. Ouais. Donc, écoute, de mouches, pardon. Donc, on verra, mais c'est vrai que il commence à avoir le problème de beaucoup de champions dominants, Pantoja. C'est qu'il a déjà fait le tour. Mais pareil, clin d'œil encore à l'épisode qu'on a fait sur John Jones, où on disait, à un moment, pourquoi sous-estimer, pourquoi enlever la performance à des mecs qui ont éteint tout le monde. Et là, c'est le cas de Pantoja en ce moment. C'est tous des champions. Royval, il aurait dû être champion s'il n'existait pas, ce mec. Tu vois. Non, mais c'est vrai, tu vois. C'est juste qu'il y a un mec qui est super fort au-dessus. Pantoja, alors, est-ce qu'on peut déjà se permettre une comparaison avec Demetrius Johnson ? Qui est le roi de cette KT historiquement. J'ai compilé quelques infos sur les deux. Par exemple, nombre de combats à l'UFC, 16 pour Pantoja, 15 pour Demetrius. Victoire, 13 partout. Ok. Finish, 7 partout. Soumission, 5 partout. Bonus de fin de soirée, il y en a 9 contre 6. 9 pour Demetrius, 6 pour Pantoja. Le truc qui fait l'énorme différence, c'est le nombre de title shots gagnés, avec 12 pour Demetrius et seulement 4 pour Pantoja en ce moment. Est-ce qu'il va pouvoir tendre à une comparaison avec Demetrius ou franchement on en est quand même trop loin ? En fait, il ne faut pas s'interdire la comparaison. Je trouverais qu'il ne faudrait pas s'interdire dans le sens où Pantoja, il aurait peut-être pu accéder à la ceinture plus tôt. Il faut rappeler le contexte. On a eu 4 combats entre Deiveson Figueiredo et Brandon Moreno. Les mecs, ils ont vampirisé la KT pendant un moment. Et l'UFC était très content de cette rivalité avec une catégorie qu'ils n'arrivent jamais à marketer de toute façon. Donc je dirais que Demetrius Johnson, ce qu'il a fait en termes de défense de titre, c'est exceptionnel. Mais il ne faut pas oublier le fait que Pantoja, il a battu des mecs, il a battu des contenders pour la ceinture. Il a écarté les mecs de cette course-là. Et ensuite, il les a battus quand il a récupéré la ceinture. Donc... faut pas. Probablement que Johnson reste devant, mais faut pas s'interdire la comparaison. Il y a Antoine et Taylor, il y en a un des deux, je sais plus lequel, mais qui pensait que c'est la concurrence était moins forte aussi pour Demetrius. Je sais pas toi ce que tu en penses là-dessus. Je suis assez d'accord sur le fait que peut-être que le niveau est plus élevé aujourd'hui. C'est une des rares catégories d'ailleurs où c'est le cas, mais le niveau est plus élevé aujourd'hui. Mais rien ne dit que Demetrius ne les aurait pas battus quand même. Rien ne le dit. J'ai même tendance à penser qu'ils les auraient battus quand même. Les gars d'aujourd'hui. Encore aujourd'hui là. Le Demetrius de l'époque aurait été efficace. Moi je pense qu'il est bas aussi. Ok. Bon, en tout cas c'est le co-main et c'est vrai que là par contre si ça gagne pour Pantoja derrière trouver du 109 ça va être compliqué et ça passe par ce qu'on va parler par le combat dont on va parler rapidement maintenant. On va évoquer pour finir le reste de la carte Peyton Talbot contre Felipe Lima en ouverture de carte principale, derrière Beneil Dariush contre Renato Moicano. Un mot là-dessus parce que c'est un combat d'anciens, c'est un combat de mecs qu'on connaît par cœur. Exactement. Mais Renato Moicano, vainqueur de BSD, puis derrière title shot en short notice contre Makhachev, il s'est fait rouler dessus. Est-ce que c'est un combat qui te hype ou pas du tout ? Oui, c'est deux. Mais t'as un petit sourire un peu mignon, tu dis j'ai envie de voir ce combat quoi. J'ai envie de le voir. J'ai envie de le voir. C'est deux mecs fun de la KT. C'est les deux mecs fun de la KT qui, tu sais, qu'ils seront pas champions. Voilà, ils ont laissé passer le train tous les deux. Leur chance elle est passée. Moicano il a eu un title shot inespéré d'ailleurs. Et bon, il n'a pas pu en faire grand chose en short notice déjà. Et puis franchement même avec un camp, je vois pas comment il passait Makhachev. Dariush à chaque fois qu'il s'est approché d'une chance pour le titre, il a perdu. À chaque fois qu'il a fait une espèce de demi-finale, il a perdu.
Donc, par contre, c'est deux combattants qui sont agressifs dans tous les compartiments du game. Debout, en lutte, au sol, ils sont hyper agressifs. Donc, bien sûr, c'est super fun. Donc en fait, c'est juste un très bon combat placé là où il est, sur une carte d'un numéroté. Parfait. Et donc derrière, pour revenir à la catégorie des moins de 57, Brandon Royval contre Joshua Van. Alors Joshua Van, il a fait une grosse perf à l'UFC 316. Donc un mois après, à peu près, il revient. Là, pour le coup, pour l'UFC, il faut que Joshua Van gagne. Parce que c'est Royval. Là, c'est Royval en face, qui a déjà eu 2 fois Pantoja, qui a perdu à chaque fois. Et Joshua Van, il a montré des trucs de ouf. Ah, mais Joshua Van, il est ultra fun. Si l'UFC, il tirait le gros lot si Van gagnait. Parce que là, tu le fais directement. Ça devait être Manel Capé qui devait faire ce combat contre Brandon Royval. Et moi, j'aurais aimé voir un Capé contre Pantoja, tu vois. Si, bien sûr, il passait Royval. En tout cas, c'est un très beau match-up. Ça, c'est clair. Encore 2 combattants agressifs, encore 2 combattants fun. Donc génial. Et puis, bah écoute, il y a peut-être une partie de nous, des fans, qui aimerait bien que ce soit Van qui passe pour avoir un truc différent, tu vois. Mais en même temps, un Pantoja Royval, moi, je prends encore. Ah, tu prends un troisième, mais moi franchement pareil, les trilogies, les chronologies, j'en ai un petit peu marre. C'est chiant, mais alors moi je viens du Muay Thai, Charles, encore une fois. Moi j'ai eu des 9 combats entre des mecs, donc moi il y a pas de problème. Tant que les mecs sont matchés équilibrement, que ça donne les combats qu'on a, moi je suis prêt à les regarder. Maintenant, oui, si c'était du sang frais, je serais content. Ok, bon, on a tout dit sur cette carte. Ça va être super je cool. crois que tout est vu. En tout cas, on va passer une très très belle soirée devant MC Sport. Ça débutera à partir de 1h du matin. Je crois que tu seras en plateau avec Thomas Desson d'ailleurs. Exact, Ça va être une belle nuit. Dès 1h du matin avec Thomas Desson, l'émission spéciale avant cette UFC 317. Et puis la carte préliminaire à partir de 2h. La carte principale à partir de 4h. Et donc ce combat principal, Topuria contre Oliveira. Topuria qui va essayer d'aller prendre une nouvelle ceinture à l'UFC chez moins de 70 kg après avoir régné sur la catégorie des moins de 66 kg. Baba, merci. Merci à toi, Charles. À très vite. Et merci à Flavien Ziolkowski, Arthur Robert qui ont bossé sur cette émission. Un petit coucou à Hugo qui était en régie avec Flavien et qui est un fan de l'émission. On l'embrasse et on espère qu'il va continuer à nous écouter, à liker et à commenter évidemment si vous avez des choses à nous dire, à nous conseiller et vos pronostics sur ces combats dont on a parlé. À très très vite dans le RMC Fighter Club. Ciao. Salut tout le monde. RMC Fighters Club.